Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 4. Comment un monde magique peut-il coexister avec le monde normal sans que personne ne s'en rende compte? L'idée d'utiliser plus de magie pour rendre la magie indétectable paraît suspecte. Pourtant, dès lors que l'on pose le pied à Gringotts, on est bien forcé d'admettre que les techniques de démenti traditionnelles ne suffiront pas. Des tas de galions d'or, des piles de mornies d'argent, des monceaux de noises de bronze. Harry se tenait là, bouche ouverte, et regardait la chambre forte familiale. Il avait tant de questions qu'il ne savait pas par où commencer. Depuis l'ouverture de la porte de la chambre forte, McGonagall le regardait avec un air de s'appuyer négligemment contre le mur, mais ses yeux étaient attentifs. Bon, rien de surprenant. Se voir présenter un énorme tas de pièces d'or constituait un test de personnalité tellement pur que c'en était un stéréotype. Ces pièces sont faites de métal pur dit finalement Harry. Quoi siffla le gobelin grippe-sec qui les attendait près de la sortie. Remettez-vous en question l'intégrité de Gringotts, monsieur Potter Evans Vert. Oh non, monsieur, dit Harry d'un air absent. Non, non, pas du tout. Navré si je me suis mal exprimé. C'est juste que je ne sais pas du tout comment votre système financier fonctionne. Je vous demande si les galions sont, en général, faits d'or pur. Bien sûr, dit Gripsec. Et n'importe qui peut les frapper, ou sont-ils produits par un monopole qui collecte ainsi une seigneurage? Quoi dit McGonagall les yeux vides. Gripsec grimaça, révélant des dents acérées. Seul un idiot ferait confiance à autre chose qu'à une pièce gobeline. En d'autres mots, dit Harry, les pièces ne sont pas supposées valoir plus que le métal dont elles sont faites. Gripsec regardait Harry. McGonagall semblait perplexe. Je veux dire, imaginez que j'arrive ici avec une tonne d'argent. Pourrais-je repartir avec une tonne de mornie? Contre des frais, monsieur Potter et Van Vers. Le gobelin l'observait avec les yeux scintillants. Contre des frais certains. Où trouveriez-vous une tonne d'argent? Ça, je me le demande. Je parlais hypothétiquement, dit Harry. Pour l'instant, en tout cas. Donc, combien feriez-vous payer une fraction du poids total? Les yeux de Gripsec étaient fixés sur Harry. Je devrais consulter mes supérieurs. Donnez-moi une estimation. Je ne demanderai pas à Gringotts de s'y tenir. Un vingtième du métal payerait pour la frappe des pièces. Harry hocha la tête. Merci beaucoup, monsieur Gripsec. Alors, non seulement l'économie magique est totalement découplée de l'économie moldue, mais personne ici n'a jamais entendu parler d'arbitrage. L'économie moldue, plus grande, avait un taux d'échange fluctuant entre l'or et l'argent, si bien que chaque fois que le taux or pour argent des moldus se trouvait à plus de 5% de différence avec le rapport poids 17 mornies pour un galion, l'or et l'argent auraient dû être drainés hors de l'économie magique jusqu'à ce qu'il devienne impossible de maintenir un taux d'échange. Amener une tonne d'argent, échanger la contre des mornies, payer 5%, échanger les mornies contre des galions, amener l'or dans le monde moldu, échanger les contre plus d'argent, etc. jusqu'à ce que vous... Et vous recommencez. Le taux d'échange or-argent des moldus n'était-il pas aux environs de 50 pour 1? En tout cas, Harry était certain que ce n'était pas 17 pour 1, et il semblait que les pièces d'argent étaient en réalité plus petites que les pièces d'or. Mais après tout, Harry se tenait dans une banque qui stockait littéralement votre argent dans une chambre forte pleine de pièces d'or, gardée par des dragons, où vous deviez pénétrer et récupérer vos pièces chaque fois que vous souhaitiez dépenser de l'argent. De détails tels que réduire l'inefficacité des marchés grâce à l'arbitrage leur passeraient probablement au-dessus de la tête. Il avait été tenté de faire une remarque narquoise au sujet de la grossièreté de leur système financier. Mais ce qui était triste, c'était que leur méthode était probablement meilleure. D'un autre côté, un professionnel de la gestion de portefeuille financier deviendrait probablement propriétaire du monde magique en moins d'une semaine. Harry rangea cette idée quelque part dans sa tête au cas où il manquerait d'argent ou bien où il se retrouverait avec une semaine de libre. Pendant ce temps, les gigantesques piles de pièces d'or de la chambre forte Potter devraient répondre à ses besoins à court terme. Harry s'avança et commença à ramasser des pièces d'or d'une main, les déposant ensuite dans l'autre. Lorsqu'il en fut arrivé à 20, McGonagall toussa. Je pense que ce sera bien plus qu'assez pour payer vos fournitures scolaires, monsieur Potter. Dit Harry, l'esprit ailleurs. Ne bougez pas, je fais un calcul de Fermi. Un quoi dit McGonagall, l'air soudain alarmé. Oh, c'est un truc de maths nommé d'après Enrico Fenry, une façon d'obtenir des résultats approximatifs de tête très rapidement. Voyons.
20 galions d'or pesaient peut-être un dixième de kilo. L'or valait quoi? 10 000 livres sterling pour un kilo? Un galion valait donc environ 50 livres sterling. Les piles, les tas de pièces d'or faisaient environ 60 pièces de haut, 20 pièces dans les autres dimensions de la base. Il y avait une forme pyramidale, donc ce serait à peu près un tiers du cube, 8000 galions par tas en gros. Et il y avait 5 tas de taille, 40 000, oui, soit 2 millions de livres sterling. Pas mal. Harry sourit et fit une légère grimace de satisfaction. C'était dommage qu'il soit en plein milieu de sa découverte d'un incroyable nouveau monde magique et qu'il ne puisse pas prendre le temps d'explorer l'incroyable nouveau monde d'êtres riches, qu'un rapide calcul de Fermi avait estimé à environ 1 milliard de fois moins intéressant. Quand même, c'est la dernière fois que je tends une pelouse pour une malheureuse livre sterling. Harry s'éloigna de l'immense tas d'or. Navré poser la question, professeur McGonagall, mais je crois comprendre que mes parents avaient entre 20 et 30 ans lorsqu'ils sont morts. Est-ce une somme normale d'argent à avoir dans une chambre forte lorsqu'on est un jeune couple dans le monde magique? Si c'était le cas, alors une tasse de café coûtait probablement 5000 livres. Règle numéro 1 de l'économie, vous ne pouvez pas manger l'argent. McGonagall secoua la tête. Votre père était le dernier héritier d'une vieille famille, monsieur Potter. Il est aussi possible. McGonagall hésita. Une partie de cet argent pourrait provenir de primes qui avaient été mises sur la tête de vous savez qui, payables à qui le vaincrait. Ou ces primes n'ont peut-être pas encore récolté, je ne suis pas sûr. Intéressant, dit lentement Harry. Donc une partie de ceci est à moi, en un sens. Je veux dire, je l'ai gagné, en quelque sorte. Peut-être. Enfin, même si je ne m'en souviens pas. Les doigts de Harry tapotaient contre ses jambes de son pantalon. Ça me fait sentir moins coupable à l'idée d'en dépenser. Oh, une toute petite fraction, ne paniquez pas, professeur McGonagall. Monsieur Potter, vous êtes mineur, et en tant que tel, vous ne serez autorisé qu'à faire des retraits raisonnables. Je suis carrément pour ce qui est raisonnable. Je suis à fond pour la prudence fiscale, le contrôle des impulsions. Mais j'ai bel et bien vu quelque chose sur le chemin qui constituerait des achats sensés et adultes. Harry accrocha ses yeux à ceux de McGonagall, s'engageant dans un duel de regards silencieux. Comme quoi? Fit finalement McGonagall. Des malles dont l'intérieur contient plus que l'extérieur? Le visage de McGonagall devint sévère. Ces malles sont très chères, monsieur Potter. Oui, mais je suis sûr que j'en voudrais une quand je serai adulte. Et je peux m'en offrir une. C'est plus sensé d'en acheter une maintenant que plus tard, d'en avoir l'usage immédiatement, n'est-ce pas? C'est le même argent dans un cas comme dans l'autre. Je veux dire, je suis sûr que j'en voudrais une de bonne qualité, avec beaucoup de place à l'intérieur, assez bonne pour que je n'ai pas à en racheter une meilleure plus tard. Harry laissa sa phrase en suspens, plein d'espoir. Le regard de McGonagall ne vacilla pas. Et que conserveriez-vous au juste dans une telle malle, monsieur Potter? Des livres. Bien sûr, soupira McGonagall. Vous auriez dû me dire bien plus tôt que ce genre d'objet magique existait, et que je pouvais me les offrir. Maintenant, mon père et moi allons devoir passer les 2 prochains jours à parcourir frénétiquement toutes les bibliothèques et les librairies pour retrouver des vieux manuels scolaires afin que je puisse avoir une bibliothèque de mathématiques et de sciences décente avec moi à Poudlard. Oh, peut-être une mini-collection de science-fiction si je peux faire quelque chose de convenable à partir des coins des bonnes affaires. Oh, mieux encore. Et vous pourriez vous trouver votre compte. Laissez-moi juste acheter. Monsieur Potter, êtes-vous en train d'essayer de me soudoyer? Non, enfin, pas comme ça, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Poudlard pourra garder certains des livres que j'apporterai si vous pensez qu'ils constitueraient des ajouts de valeur à la bibliothèque de Poudlard. Je vais acheter ça pour pas cher. Je veux juste les avoir pendant que je suis là. C'est acceptable de soudoyer les gens avec des livres, non? C'est une tradition familiale? Oui, exactement. Tout le corps de McGonagall sembla s'effondrer. J'ai bien peur de ne pas pouvoir contrer votre logique. Et croyez-moi, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Très bien, monsieur Potter. Je vais vous autoriser à retirer 100 galions de plus. Je sais que je vais le regretter, mais je le fais quand même. J'aime bien cette façon de penser. Et est-ce que la peau de moquet fait ce que je pense qu'elle fait? Pas autant qu'une malle, dit McGonagall avec réticence. Mais une pochette en peau de moquet avec un sort de récupération et un sort d'extension indétectable peut contenir un certain nombre d'objets qui pourront être rappelés par celui qui les y a rangés. Oui, j'aurais absolument besoin d'une de ces peaux. C'est comme la super ceinture gadget de génialitude ultime.
La ceinture à outils de Batman. Oubliez le couteau suisse, on peut transporter toute sa caisse à outils là-dedans. Ou d'autres objets magiques. Ou des livres. Je pourrais avoir mes 3 livres du moment sur moi à tout moment. Et piocher n'importe lequel, n'importe où. Je n'aurai plus jamais à gâcher une seule minute de ma vie. Qu'en se pensez-vous, professeur McGonagall? C'est la meilleure des raisons possibles. Très bien. Vous pouvez ajouter 10 galions. Gripsec offrait à Harry un regard de franc respect, voire même peut-être d'admiration. Et un peu d'argent de poche, comme vous l'avez mentionné un peu plus tôt. Je crois pouvoir me rappeler d'une ou deux choses que je souhaiterais conserver dans cette peau. Ne poussez pas, monsieur Potter. Oh, professeur, pourquoi gâcher un tel moment? Aujourd'hui est certainement un jour heureux, celui où je découvre toutes les choses magiques pour la première fois. Pourquoi jouer le rôle d'un adulte grincheux? Au lieu de ça, vous pourriez sourire, vous remémorer votre enfance innocente. Regardez le ravissement sur mon jeune visage tandis que j'achète quelques jouets, utilisant une fraction insignifiante de la fortune que j'ai gagnée en battant le plus terrible sorcier de Grande-Bretagne. Non pas que je vous accuse d'être ingrate ou quoi que ce soit, mais quand même. Que sont quelques jouets comparés à ça? Vous! Grogna McGonagall, et elle avait un regard si effroyable et si terrible que Harry glapit et fit un pas en arrière, renversant une pile de pièces d'or dans un grand tintement et s'étala dans un tas d'argent. Gripsec soupira et se cacha le visage derrière sa main. Je rendrai un grand service à l'Angleterre magique, monsieur Potter, et peut-être même au monde entier, si je vous enfermais dans cette chambre forte et que je vous laissais ici. Puis ils partirent sans autre ennui.